Vielen Dank, Manfred. Vielen Dank, Hermann. Wir Merci à haben Manfred, das merci Intro à von Hermann. Hermann gehört und Nous mir avons entendu bleibt nur ganz l'introduction wenig noch zu d'Hermann. sagen zu Je n'ai diesem donc plus Prozess, grand-chose à vous den wir dire. gemeinsam jetzt gehen wollen. Und das ist wirklich das Nous Spannende. voulons Wir gehen diesen Prozess travailler in der ensemble. Tat gemeinsam. Ich fand das spannend, was die Et Frau c'est justement ça qui est Botschafterin intéressant. gesagt hat. C'était aussi très intéressant ce qu'a dit Lass uns die Madame l'ambassadrice. Vorstellungskraft des Sektors nutzen, Nous devons utiliser dieses toute notre Thema imagination zu et toutes nos adressieren. énergies. Und wenn wir über Vorstellungskraft sprechen, dann L'imagination möchte ich Sie de tout le ermutigen, secteur, auch auf justement. diese Nous devons travailler Vorstellungskraft ensemble zu bauen. et je vous Selbst conseille wenn es vraiment jetzt gerade für den de l'utiliser, Moment cette imagination. vielleicht unlösbar erscheint, die Aufgabe. Même si Unlösbar, pour l'instant on a weil l'impression wir ja qu'il y a umgeben trop de sind travail, que von c'est Krisen. Wir haben impossible de die trouver une Klimakrise, solution wir parce haben qu'il y a la crise jetzt die climatique, Ukraine-Krise. Also la man crise kommt ja kaum en mehr aus dem Ukraine maintenant. On Krisengefühl a l'impression heraus. qu'on n'en ressort plus. Das On est Gute en an crise Krisen ist constante. aber auch, dass Mais wir sie selber auflösen können. Wir haben uns in die Krise on gebracht peut und wir sortir können d'une uns wieder crise, aus der Krise on peut herausbewegen. nous-mêmes en Und das ist die ressortir. wunderbare C'est notre Kraft faute dieses si on est dans la Sektors, crise nämlich die climatique, mais c'est aussi grâce à nous qu'on réussira à en Und ressortir. vielleicht gelingt Et es uns in diesem Prozess ce qui peut gemeinsam être très utile pour cela, c'est cette trauen, imagination uns que vorzustellen, nous dass avons diese tous ensemble. Krise Nous lösbar devons ist, nous dass wir faire es confiance, nous schaffen devons können, avoir diese momentan confiance unlösbare Aufgabe et der croire que l'on pourra sortir de Klimaneutralität cette crise. zu erreichen. Vielleicht La gelingt neutralité es uns climatique, in den qui nächsten semble être 4 quelque chose Stunden d'infaisable, auch ehrlich zu d'inaccessible, sein miteinander. eh bien, j'espère que Und nous zu pourrons diesem tous être Ehrlichsein honnêtes les uns gehört avec eben les autres auch aujourd'hui dazu, sich in die Augen zu schauen und zu sagen, es fühlt sich et momentan que nous pourrons unmöglich an. aussi Ich kann Ihnen justement aber nous versichern, dire es ist exactement nicht cela. unmöglich. Es gibt eine Chance, wie wir das noch schaffen können. Je Und die crois que c'est Kultur impossible, j'ai kann peur, j'ai l'impression und que ça ne wird fonctionne dabei pas. eine Et peut-être que maßgebliche d'autres Rolle nous diront spielen, justement weil non, j'y wir crois. brauchen Il die y a des Impulse solutions. aus Nous allen devons Bereichen travailler der ensemble, Bevölkerung. utiliser Für tout den ce que Tag nous heute avons et bedeutet notamment das, dass cette wir imagination. einen Prozess uns ausgedacht haben, Pour Hermann aujourd'hui, Lugan, Manfred Stoffel und ich und die avec anderen Hermann Lugan Partnerinnen, et wir haben Manfred Stoffel, ainsi que les zusammengesessen und autres überlegt, was braucht es partenaires, denn? nous nous sommes Haben wir assis nicht à schon une table, genug avons geredet discuté. überall? Qu'est-ce qu'on Es doit gibt faire? Est-ce qu'on n'a genug pas déjà Treffen, es gibt suffisamment genug parlé et discuté? Est-ce qu'il n'y a Prozesse. pas Welchen suffisamment de neuen Prozess réunions, de braucht es processus? eigentlich? Und wenn Qu'est-ce wir qu'on die pourrait Where to vraiment Land ajouter à Initiative cette discussion? verstehen wollen, dann doch in der Art, dass wir sehr ehrlich miteinander sein wollen. Et s'il y a une chose que vous devez comprendre à propos de cet événement aujourd'hui, de notre initiative Where to Land, c'est qu'on veut être honnête. On veut poser des questions aussi auxquelles peut-être qu'il n'y a pas encore de réponse. Ce n'est pas une question de dire tout se passe bien, tout est bien, tout le monde fait ce qu'il faut. Non, il y a des questions auxquelles on n'a pas encore de réponse. Nous voulons que ça soit un safe space, un endroit où tout le monde se sent à l'aise pour poser des questions compliquées. Ja, die Realität, dass Innovation manchmal auch Exnovation bedeutet. Et peut-être qu'il n'y a pas seulement l'innovation, mais aussi l'exnovation. Qu'on ne doit pas toujours réinventer, tout réinventer, trouver des nouvelles solutions, mais qu'on peut aussi se reposer sur ce qui a été fait jusqu'ici. Und genauso auch verstanden hat, dass das bedeutet auch manchmal ein Verständnis darüber, was vielleicht in Zukunft nicht mehr Nous devons donc comprendre, nous intéresser au passé et aussi nous intéresser à l'avenir. Je m'arrête là, nous allons commencer maintenant avec cette session. Nous voulions commencer avec le sujet politique afin que des personnes puissent discuter ensemble de ces sujets qui nous intéressent. J'ai vraiment hâte d'entendre ce qui va être dit à cette table. Nous avons donc 3 orateurs très intéressants. Madame Barbara Gassler, à la tête de Creative Europe, qu'elle va vous présenter, mais je vais lui poser quelques questions pour qu'elle nous en parle un peu plus. Nous avons aussi la présidente des instituts français, Eva Nguyen, ainsi que Manfred Stoffel du Goethe-Institut Allemagne. 3 orateurs et oratrices qui représentent des institutions très intéressantes, qui s'intéressent à ces questions. Et je voudrais tout de suite commencer avec une question à vous, Madame Gassler. Creative Europe, je pense que tout le monde le connaît, mais j'ai une question pour vous, une question directe. D'après vous, quel est le défi aujourd'hui pour le secteur culturel lorsqu'on parle de durabilité? Quel est vraiment le défi et en quoi est-ce que la Commission européenne peut vraiment nous aider
nous aider à lancer cette transition. Ich hoffe, dass Sie mich gut verstehen. Sehr gut. Ich bin virtuell immer noch in Dresden. J'espère que vous m'entendez. Je me trouve à Dresde de manière virtuelle. J'ai beaucoup aimé cette image et je reste toujours dans ce bar à Dresde, de manière virtuelle, bien évidemment. Et je trouve que c'est un forum très intéressant et je fais également partie d'un autre forum qui se penche sur la parité, l'égalité entre les sexes dans le domaine de la culture. C'est également un événement qui a été organisé par la présidente française du Conseil de l'Union européenne. Et je me sens très franco-allemande aujourd'hui, parce que j'ai participé à pas mal des événements franco-allemands. Bonjour à vous tous. Et je me réjouis de voir autant des personnes qui participent aujourd'hui, qui connaissent Creative Europe et qui ont soutenu Creative Europe et qui sont soutenus par Creative Europe également et qui ont reçu aussi les bonnes nouvelles qu'on va continuer à les soutenir. Et il s'agit donc de nos partenaires de coopération. Merci beaucoup, Jakob Bilabel. Alors, brièvement, entre 2014 et 2020, le thème de la durabilité n'est pas vraiment présent. Mais malgré cela, et entre-temps, d'autres thèmes sont devenus de grandes priorités de la Commission européenne, et Herman l'a dit tout à l'heure. On a remarqué que beaucoup de projets travaillent déjà dans la durabilité. Nous avons fait une liste de tous ces projets. Julie's Bicycle, quand la Grande-Bretagne faisait encore partie de l'Union européenne, nous avons pas mal travaillé avec Julie's Bicycle. Donc, il y a déjà beaucoup de projets qui ont déjà tracé le chemin de la durabilité en Europe. On a appris très tôt qu'on peut apprendre des uns et des autres et qu'il y a déjà des bonnes pratiques qui ont été mises en place. Il y a déjà pas mal de projets qui sont dédiés à la durabilité. Certains projets regardent par exemple quels sont les coûts environnementaux de leurs activités, comment est-ce qu'on peut réduire ces coûts. Ensuite, on a également trouvé des projets qui se penchent sur la numérisation, qui fait déjà partie de beaucoup de projets, ainsi que le développement des modèles de commerce. Une deuxième vague des projets à regarder plutôt comment est-ce qu'on peut augmenter la conscience, comment est-ce que la culture peut faire partie de la création de conscience. Par exemple, il y a pas mal de catastrophes environnementales, un grand manque de la biodiversité, et qu'à travers de la culture, on peut jeter un regard sur ces problématiques. Et on peut déjà expérimenter avec des méthodes pour informer les gens. Ensuite, il y a aussi des projets qui regardent l'espace public, qui ont travaillé ensemble avec d'autres acteurs pour voir comment est-ce qu'on peut, dans la ville ainsi que dans les zones rurales, contribuer à ce qu'on crée un management durable, une gestion durable. On a misé sur la participation citoyenne ainsi que sur la participation politique. Ce qui est très intéressant, et ça ne va pas vous surprendre, le thème de
redécouvrir la technique traditionnelle ou l'artisanat. Tout cela joue aussi un rôle important. Là, maintenant, on se concentre sur plus de 40 pays, pas que 27 pays qui font partie de l'UE, mais dans certaines régions européennes, les traditions sont plus mises en avant. Il faut se poser la question suivante. Comment est-ce qu'on peut faire recours à l'artisanat et aux traditions? Et dans certains pays, c'est déjà le cas. Parlons de ma propre expérience. C'était aussi donc la volonté de certains pays européens. Et puis, il y a une autre réflexion dans d'autres projets. On a, pour justement sensibiliser, on s'est dit qu'il faut créer des nouveaux narratifs, manière de raconter, créer même des utopies. Et donc, certains projets l'ont fait. Et c'est la raison pour laquelle on peut dire que Creative Europe 2014 et 2020 n'a pas traité le thème de la durabilité de manière officielle, mais certains projets l'ont déjà fait. L'art du spectacle et après la musique, le domaine qui est le plus soutenu par l'Union européenne. Donc, vraiment, le premier secteur dans ce domaine. Et j'espère qu'on va continuer à soutenir ces projets. Je pense que plus tard, on va parler de l'avenir, mais ça, c'est quelque chose que je voulais vous dire déjà, qu'à l'avenir, on va continuer à vous soutenir. Merci beaucoup, Madame Gessler. C'est super intéressant d'entendre que dans ce programme de 2014 jusqu'à 2020, les projets n'étaient pas ciblés directement à la durabilité, mais que malgré tout cela, certains projets ont développé qui se penchent déjà sur la durabilité. Et justement là, je me pose la question si la question de la durabilité vient du secteur ou est-ce que c'est quelque chose qui a été inculqué par l'extérieur et qu'on a forcé le secteur de se pencher sur cette question. Eva, je me réjouis aussi du fait que tu fais partie de nous aujourd'hui et je m'intéresse également quelle est la position des instituts français? Merci beaucoup, merci Jacob, merci et bonjour à tous. Et puis un salut particulier pour toute l'équipe d'Allemagne et bien sûr notre ambassadrice de France en Allemagne. Juste pour rappeler, Jacob, que moi j'ai pris mes fonctions à la présidence de l'Institut français Paris en juillet dernier. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'initiatives à l'Institut français, à Paris et dans le monde sur les questions de durabilité, de changement climatique. On est sur des concepts peut-être un petit peu différents quand on parle changement climatique ou développement durable, mais bon, parlons environnement et changement climatique. Donc, il y avait beaucoup d'envie, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites, mais sans doute beaucoup de choses qui étaient des initiatives individuelles. Et je rejoins un petit peu Barbara Gessler pour dire, voilà, il y a des choses qui avaient émergé. Et moi, mon souhait en arrivant à la présidence de l'Institut français, c'est de bien inscrire ça dans une stratégie à l'échelle de l'établissement et d'en faire vraiment quelque chose que je souhaite porter moi-même, mais aussi d'entraîner toute l'équipe pour construire un vrai projet. Sans doute en s'appuyant sur les initiatives individuelles qui ont été prises, mais en leur donnant plus de sens, plus de poids et en fédérant autour de nous. Et je voudrais souligner quelque chose qui nous différencie du Goethe Institut, c'est qu'à l'Institut français de Paris, nous n'avons pas le pouvoir hiérarchique sur les instituts français dans le monde. Ça, c'est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est une subtilité de notre organisation. Mais en quelque sorte, je trouve ça encore plus intéressant parce que quand nous allons vouloir emmener le réseau des instituts avec nous, quand nous allons vouloir emmener l'ensemble de nos partenaires avec nous, il va falloir faire preuve d'encore plus de conviction puisque nous ne pouvons pas imposer des choses. Ça nécessite de travailler encore plus
ensemble, en amont et d'une façon intelligente et inclusive. Mais voilà, moi, je pense que ce qui est vraiment important aujourd'hui dans la démarche de l'Institut français, c'est le fait que ce soit porté avec un vrai souhait d'avancer sur des résultats et des mesures concrètes. Et Jacob, moi, je voulais dire que je me retrouvais très bien dans ce que vous avez dit au début, c'est qu'on est tiraillé entre des sentiments contradictoires, entre le sentiment que, mon Dieu, on a peur, on va peut-être jamais y arriver parce que la tâche paraît immense, et aussi l'envie de réussir, l'envie de faire quelque chose, et puis de toute façon, le sentiment que nous sommes obligés d'avancer aujourd'hui. Et moi, j'ai ça entre l'idée que la tâche est immense, mais le fait que nous devons nous y atteler. Voilà, et je pense que dans les principaux défis qui sont devant nous, alors ce n'est pas totalement votre question, mais je voudrais l'aborder. Il y en a un qui est juste énorme, c'est que le principal défi, c'est qu'il y a toujours une autre priorité qui est plus urgente que ce dont on parle aujourd'hui, toujours. Et je voudrais avoir aujourd'hui un mot pour l'Ukraine, bien sûr. Aujourd'hui, on parle de guerre chez nos voisins. Donc, qu'est-ce qui est la priorité? C'est ça. Hier et peut-être encore aujourd'hui, c'est le Covid. Et avant, c'était autre chose. Et demain, ce sera autre chose. Donc, je pense qu'aujourd'hui, même si c'est difficile de penser à autre chose que la guerre en Ukraine, que des crises dans d'autres pays, je pense que c'est bien le problème, c'est qu'il y aura toujours autre chose et qu'aujourd'hui, nous devons nous dire, demain, il n'y aura peut-être rien d'autre parce que finalement, nous n'existerons plus. Et parce qu'il faut s'attaquer à cette question du changement climatique. Donc, c'est vraiment mon ambition que j'ai inscrite dans mon projet d'établissement, que j'ai présenté aux salariés de l'Institut français. Et je pense que c'est vraiment ça, le cap et la vision que je voudrais porter. Aujourd'hui, il faut bouger. Je m'arrêterai là. Je pense qu'on reviendra peut-être dans la discussion sur comment faire. Mais je vais m'arrêter là, si vous le voulez bien, Jacob, pour laisser la place aux autres aussi et aux autres questions. Vielen Dank, Eva. Ich würde dann in der nächsten Runde einmal noch nachfragen, aber das mache ich dann zu der Strategie. Je vais revenir chez toi plus tard quand on parle de la stratégie, mais d'abord, je laisse tout le monde se présenter. Manfred Stoffel, merci beaucoup d'être venu. Aussi spontanément, et Eva l'a dit, on se trouve dans un temps difficile et les priorités changent d'un jour à l'autre. Aujourd'hui, tu remplaces Wolf Hiro qui a dû partir, ou qui n'a pas pu participer, pardon. Quelle est la position du Goethe-Institut dans la durabilité? On s'intéresse beaucoup à la position du Goethe-Institut parce que vous êtes demandé. Et Madame Gessler l'a dit, le rôle de la culture quand il s'agit de la création des narratives est important. Le Goethe-Institut le fait et lors de vos opérations. Et c'est important parce que vous réunissez les gens dans la culture. Comment est-ce que vous réagissez face à ce défi? Merci beaucoup. Jacob, on travaille aussi avec des stratégies, donc on met toujours en place des périodes de stratégie. Il y a 8 ans ou 10 ans, la durabilité était une de nos priorités. Et puis, ce n'était plus dans notre agenda. Nous avons fait des projets écologiques, mais ce n'était pas une priorité. Aujourd'hui, le sujet de la durabilité est devenu plus important parce qu'on pense que la culture et l'art fait partie de la discussion tout autour de l'environnement et de la protection de l'environnement. On s'est rendu compte qu'on ne peut pas demander aux artistes de créer un projet écologique. Et on se demandait si on était durable, si on travaillait de manière durable nous-mêmes. Nous sommes plusieurs choses. D'abord, on est un médiateur de culture. On a un réseau de 160 instituts dans le monde entier
entier, dans 90 pays. Ce sont des agences, pardon, des instituts qui doivent opérer. On est également un médiateur des langues et notre travail, c'était également de faire bouger les gens, donc promouvoir et encourager la mobilité. Puis la pandémie a mis fin à la mobilité et on était surpris dans les demandes que les plus en plus de projets maintenant se penchent sur la mobilité à nouveau. Donc maintenant, la question se pose, est-ce qu'on peut travailler comme avant? Est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un d'un pays à l'autre? Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un dans un avion ou dans une voiture pour un projet culturel? Et puis, on s'est dit, on porte une certaine responsabilité. Il faut changer la donne. On est une organisation qui souhaite encourager. On veut encourager la création de certains projets, mais on veut également travailler de manière durable. Et c'est notre responsabilité. Tout le monde ne fait pas partie d'une organisation qui a des ressources nécessaires, mais nous, on peut le faire. En même temps, on est également un médiateur dans la formation culturelle dans le monde entier. On essaie de promouvoir le processus de transformation et de se pencher sur la durabilité, mettre l'importance sur la durabilité, changer aussi la manière de penser chez les jeunes, par exemple, pour qu'ils agissent de manière durable, de manière automatique. Je pense que c'était bon. Oui, merci beaucoup, Manfred. Et je te pose la première question. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui était très intéressant. Le travail central du Goethe-Institut, tu en as parlé tout à l'heure. Maintenant, la question se pose. Est-ce qu'on peut réussir, et non pas en tant que réaction à la crise sanitaire, de dire on fait moins de culture, peut-être on devrait faire plus de culture. Dans cette crise, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se dire on ne peut pas y arriver. Peut-être on devrait faire encore plus de projets, plus de culture. Tu penses que c'est possible? Je ne pense pas qu'il faut faire moins, mais je pense qu'il faut le faire différemment. Il faut changer les conditions dans la culture, surtout quand il s'agit d'un échange. Et la question se pose comment on peut le faire? Est-ce que ça veut dire qu'on voyage moins? Est-ce que ça veut dire qu'on voyage plus longtemps? Est-ce que ça veut dire qu'on voyage différemment? Par exemple, est-ce qu'à l'avenir, on demande aux partenaires qu'ils travaillent durablement? Est-ce qu'on se concentre maintenant que sur des partenaires qui ont déjà pu mettre en place une stratégie durable? Il faut regarder quels sont les problèmes. Quels sont les défis? Qu'est-ce qu'il faut faire plus pour réussir une culture durable? Peut-être qu'il faut travailler de manière plus lente, mais il faut voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire de manière numérique et où est-ce qu'il faut se rencontrer en présentiel. Parce qu'on s'est rendu compte lors des 2 dernières années qu'il est possible de travailler sur Internet, de travailler de manière numérique. Mais il est bien aussi de se rencontrer en vrai pour créer des relations entre les sociétés. Ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, on va interdire le voyage, mais ça veut dire qu'il faut peut-être repenser notre manière de travailler, notre fonctionnement. Oui, je pense qu'il faut trouver un nouveau chemin. Madame Gessler, j'ai une question à vous. Tu l'as dit tout à l'heure qu'il s'agit des nouveaux narratifs, des utopies même.
Manfred Stoffel vient de dire que le Goethe-Institut veut également rendre possible des choses. Est-ce que Creative Europe peut créer un espace pour découvrir ce fonctionnement, ce nouveau fonctionnement? Oui, tout à l'heure, j'ai parlé de l'ancienne programmation et maintenant, je peux en parler en détail. Dans la nouvelle stratégie, 21 jusqu'à 27, on essaye de se concentrer sur les directives du Green Deal. Et c'est maintenant très important pour nous dans nos projets. On demande à chaque institution, chaque organisation qui souhaite travailler avec vous, on voulait savoir qu'est-ce que vous faites quant à la durabilité. Mais bien entendu, on ne va pas pour nous, on ne va pas dire si tu ne prends pas le train, c'est bien, on va soutenir ton projet. Parce que parfois, les choses sont faisables pour une organisation, mais pour une autre organisation, ce n'est pas faisable. Il y a, par exemple, des organisations et des institutions qui dépendent d'une rencontre réelle. Et pour eux, la rencontre numérique n'est pas possible parce qu'ils ont peut-être l'impression qu'ils perdent leur âme. On n'est pas la même exigence pour un petit groupe qui vient d'une île en Grèce que une grande organisation néerlandaise. Mais tous les demandeurs doivent se poser la question: qu'est-ce que je peux faire pour le climat? Qu'est-ce que je peux faire pour la durabilité? Il en est des mêmes pour notre projet sur l'égalité entre les sexes. Parce que là aussi, les institutions, les organismes se demandent comment est-ce que je peux promouvoir la participation des femmes. Parce que parfois, les femmes ne peuvent pas toujours participer au projet culturel parce qu'ils s'occupent des familles, elles n'ont pas forcément la possibilité de prendre le prochain train pour se rendre dans un autre pays. Creative Europe essaye de stimuler une réflexion. Et on dit à tout le monde, ça c'est important pour nous. Et ça veut dire qu'on crée une certaine directive politique. Et on espère de voir une interprétation, des manifestations concrètes sur la durabilité. Certes, il y a la nécessité de réfléchir sur la durabilité, mais bien évidemment, il y aura aussi d'autres projets qui sont excellents, qui seront soutenus à l'avenir, qui ne correspondent pas tout à fait aux standards écologiques qu'on souhaite. Et avant de l'oublier, on est en train de rédiger une étude sur ce sujet et plus tard, j'aimerais en parler plus parce qu'on aimerait bien mettre en lumière nos besoins et ce que l'échelle institutionnelle de l'Europe peut faire de plus. Il y a déjà pas mal de projets de coopération, des plateformes qui étaient mises en place par nos partenaires. Il y a déjà un échange. Les gens sont déjà très inspirés. Mais je pense qu'on peut faire plus. Mais c'est une étude qui n'a pas encore été publiée. Vous êtes encore en train de rédiger cette étude. Oui, tout à fait. Nous avons commencé l'année dernière et cette étude comprend plusieurs échelles. Et là, je parle en général. Creative Europe en général. Donc, de notre programme culturel.
Et dans certains domaines, nous avons un peu plus avancé que dans d'autres, notamment dans le domaine audiovisuel et du film, par exemple, avec des mesures vertes. On sait aussi que dans le domaine du film, c'est quelque chose qui est déjà très concret. Il y a des paquets très concrets. Et au niveau européen, je pense vraiment qu'on a, dans ce domaine-là, le domaine de l'audiovisuel et du film, on a vraiment élevé le niveau. Donc il y a des dimensions différentes selon les domaines. Ce que nous voulons faire, c'est recenser tous les projets qu'il y a déjà, puisque nous savons qu'il y a déjà énormément de projets en Europe. Notre objectif final, c'est que les demandeurs ou les personnes qui reçoivent notre soutien, eh bien que nous puissions les guider dans leur gestion de projet. Et cette étude doit nous permettre à nous aussi au niveau européen, nous donner la possibilité, nous donner des conseils, comment améliorer notre programme et comment renforcer notre programme avec des catégories différentes, avec un indicateur d'amélioration. Comment est-ce qu'on peut vraiment montrer que les choses s'améliorent selon les projets? Et enfin, une question qui peut être très intéressante aussi pour Manfred peut-être, et Eva très certainement s'est déjà posé la question, est-ce que cela doit être standardisé? Est-ce qu'on doit avoir des indicateurs standardisés et est-ce qu'on doit tous utiliser un procédé uniforme? Est-ce qu'on doit tous utiliser le même procédé pour arriver à ces résultats? Donc là, on attend encore les résultats de cette étude, ça va arriver sous peu. Nous avons commandé cette étude aussi parce que nous pensons qu'elle sera intéressante pour tout le monde et qu'elle peut être utile à tout le monde. C'est vraiment une étude très concrète qui va nous donner des possibilités et qui va nous aider à nous orienter. Il y a une question d'Annie Bosini, je l'ai vue. Je voudrais tout d'abord poser une question à Eva, puis je passerai bien sûr la parole à Annie Bosini. Merci beaucoup Herman. Donc merci Barbara, cette étude est très intéressante. Nous avons hâte de voir les résultats. C'est vraiment une question qu'on se pose ici aussi au sein de cet événement. Et je voudrais poser cette question à Eva. Tu as entendu Manfred du Goethe Institut, ils veulent donner des possibilités. Ils veulent faire en sorte que les projets aient la possibilité de s'intéresser au sujet de la durabilité. Et Barbara Gasselin nous dit que c'est un sujet très important, mais ce n'est pas encore une condition. Les gens ne sont pas obligés de s'intéresser à ce sujet ou de faire en sorte que ce sujet fasse partie de leur projet pour l'instant. Donc, où est la motivation? Eva, tout à l'heure, tu as parlé de ta nouvelle stratégie, d'une stratégie plus développée au sein de l'Institut français. Et donc, forcément, eh bien, ça m'intéresse énormément. Est-ce que tu peux nous donner quelques informations sur cette nouvelle stratégie? D'abord, la stratégie, elle est en construction. Je voudrais le dire parce que le sujet est tellement ambitieux et on est tous là à réfléchir. Mais voilà, je voudrais donner quelques axes. D'abord, la première chose, c'est à mon avis d'être bien en cohérence entre ce qu'on fait nous en interne, nous, salariés, agents de l'Institut français, la façon dont on travaille, la façon dont on se déplace et ce qu'on va prôner pour nos partenaires et les plaidoyers qu'on va faire. C'est donc quand même une vision très globale qu'on doit avoir. Nous devons être à la fois avoir des effets leviers sur les autres, mais nous devons être aussi des modèles. Et ça, je suis obligée de dire qu'il y a du travail là-dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en effet, je pense que ça passera par l'incitation. Alors, il y a plusieurs modèles d'incitation, hein. Il y a le bonus ou il y a le malus. Mais je pense que déjà, un bonus pour des projets qui vont respecter des critères de respect de l'environnement, de lutte contre le changement climatique, ce sera effectivement très intéressant. Toutefois, et là je reviens sur la question de Barbara, sur la question de la standardisation des critères, je pense que c'est quand même aussi très important d'être réaliste sur ce qu'on va pouvoir demander et voire imposer aux autres.
Alors, je sais qu'il faut aller vite, je sais qu'il faut être radicaux dans nos changements parce que tout le monde a pris beaucoup de retard. En même temps, je pense que les chances de succès, elles sont aussi très corrélées avec l'acceptabilité par les gens. Et je pense que l'Institut français, comme le Goethe, comme la Commission européenne, on a un réseau mondial. Peut-on vraiment demander la même chose à des partenaires aux États-Unis que des partenaires au Mali? Peut-on vraiment demander la même chose à des partenaires au Cambodge qu'à des partenaires en Allemagne? Je pense que ça, c'est une vraie réflexion pour emmener tout le monde dans une dynamique sans pénaliser. Je pense que la question de la pénalisation des partenaires et de nos agents aussi, hein, c'est un vrai sujet parce que ça risque d'être contre-productif. Ensuite, quand on parle de mesures adaptées au public, il y a aussi la mesure, enfin, je veux dire, il y a aussi la prise en compte de l'équité. Manfred a mentionné quelque chose d'extrêmement important parce que c'est dans toutes, en effet, les réflexions, c'est le ralentissement, c'est le rallongement des missions. Il y a quand même aussi un sujet, et Barbara fait le lien avec les femmes. Alors pour moi, femmes et climat, c'est pas forcément, enfin voilà, il y a des choses qui sont communes et pas forcément, mais en effet, quand on a charge de famille, par exemple, ce n'est pas forcément les femmes, mais charge de famille, peut-on vraiment rallonger tous les déplacements? C'est une vraie question. Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Tout ce que je sais, c'est que la question du ralentissement, elle me touche beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on me dit, et là je fais un clin d'œil à Agathe qui travaille avec moi sur ces sujets au sein de l'IF, mais on me dit, Eva, il faut vraiment réfléchir sur cette question de ralentissement. Moi, ma première réaction, c'est « Oh là là, non, vous voyez mon emploi du temps, je ne peux pas ralentir, mon emploi du temps est déjà… » Bon, mais en fait, ce faisant, je suis obligée d'y réfléchir. Mais quand on réfléchit à ça, il faut réfléchir tous ensemble. Parce que si une personne ralentit, si une structure ralentit, ce n'est pas qu'elle ralentit, c'est qu'elle recule. Si le monde ne change pas autour de nous, on ne ralentit pas, on recule. Et comme nous sommes des institutions qui répondons à des commandes politiques, comment peut-on faire face à nos commanditaires politique en leur disant « Ah non, attention, moi je ralentis ». Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose autour des termes, il y a quelque chose autour des concepts. Le ralentissement, est-ce que c'est enfin, je ne suis pas une spécialiste changement climatique par rapport à tous ceux qui nous écoutent, mais il y a vraiment un vrai sujet. Et je pense qu'en plus, il y a une question sur quel est l'équilibre qu'on trouve entre ce qu'on va faire pour lutter contre le changement climatique et nos missions. Nos missions qui sont à base de mobilité internationale, nos missions qui sont à base de contact avec les gens, et contact avec les gens, comme disent les jeunes, IRL, in real life, que rien ne peut remplacer, car nous sommes des êtres de sang, de peau, de toucher, d'odorat, d'ondes, et on le voit bien, on a besoin de maintenir ça. Et moi, je suis d'accord avec Manfred que quand même, ce que nous a appris le Covid, c'est qu'on peut aussi équilibrer avec du distanciel. D'ailleurs, la première fois que je suis allée voir Johannes Ebert, le secrétaire général du Goethe à Munich, je suis allée le voir. Voilà, sur une journée comme ça, et je lui ai dit, Johannes, moi, ça me fait trop réfléchir. Je ne peux pas venir, on ne va pas se déplacer pour toutes les missions. C'est important qu'on se voit là maintenant parce que c'est la première fois. On établit un contact personnel, mais peut-être comme on se connaît maintenant, la deuxième fois, on ne se déplacera pas. Mais alors après, on touche à la question de la pollution numérique. Et donc, c'est là où les gens se disent, on n'y arrivera jamais, puis tout ça est super technique. Donc, je pense, et personnellement, je plaide pour une approche faite à base de dialogue, faite à base de projets avec les gens déjà motivés. Alors, on va me dire, oui, mais si les gens sont déjà motivés, ce n'est pas la peine de les motiver. D'autant plus, il faut motiver les autres. Oui, mais je pense en termes de coalition d'intérêts, c'est-à-dire même au sein de l'Institut français, de m'appuyer, de travailler, d'emmener avec moi les gens qui sont déjà convaincus et motivés, pour après faire un effet de ruissellement, si on veut parler comme ça, pour emmener tout le monde. Et emmener tout le monde en montrant l'exemple et en disant, voilà, on va faire ça. Et ce ne sera pas, on va changer notre vie du jour au lendemain, j'y crois pas à ça. En revanche, je suis convaincue que de se dire, on va se poser des défis, même calendaires. C'est pour ça, Jacob, je vous disais, j'ai accepté votre invitation à parler, même si aujourd'hui, je n'ai pas la stratégie, le plan d'action construit, parce que ça m'oblige à avancer. Moi, je vous dis aujourd'hui comment je veux avancer. Et comme ça oblige tout le monde à avancer aussi en montrant des projets concrets. Aujourd'hui, moi, je suis heureuse de vous annoncer que pour la première fois dans l'histoire de l'Institut français, on mesure le bilan carbone de notre pavillon à la Biennale d'art de Venise. C'est la première fois. Et pour avoir une référence, on va même mesurer rétroactivement le pavillon de la dernière fois. Comme ça nous aide à construire un référentiel.
Et on se fixe comme objectif, alors là, moins 5%, moins 25% en 5 ans, en fait. Donc, l'objectif, il est super ambitieux. Ce n'est pas parce que je dis qu'il faut une approche équilibrée que je manque d'ambition. C'est que je dis, pour réussir, on doit emmener tout le monde avec nous. Et pour emmener tout le monde avec nous, il faut aussi être capable, et c'est très, très difficile, de se dire quelles sont les contraintes des uns et des autres. Et chacun a des contraintes différentes. Je m'arrêterai là, Jacob, j'ai déjà été longue, mais voilà. Nein, du hast auf keinen Fall zu lange gesprochen, weil was sehr, sehr spannend war, dass du gezeigt hast, was ihr euch wünscht, aber auch gleichzeitig gezeigt, tu nous as vraiment montré ce que vous voulez, quels sont les objectifs de l'Institut, mais aussi ce dont vous avez besoin, de cette honnêteté. Et nous devons apprendre les uns des autres. Et nous devons aussi prendre les choix qui sont difficiles dont tu as parlé. Nous devons prendre des décisions concrètes. Mais nous devons aussi continuer à être un peu dans le rêve, dans l'imagination, continuer à être optimiste et à penser à ce qui va bien se passer, à ce que l'on peut faire. Je vais ensuite passer la parole à Barbara, mais Annie Bosini a une question. J'ai vu qu'elle avait levé la main. Donc Annie. Bonjour, vous m'entendez? Annie, vous pouvez poser votre question. D'abord, cette question, en fait, elle s'adresse, c'est pour ça que j'étais contente de voir sur mon écran à la fois Barbara, Eva et Manfred, parce qu'elle s'adresse spécifiquement à eux trois. C'est-à-dire, je me demandais, et Eva, vous avez répondu en partie aux interrogations que j'avais en vous écoutant parler tous les trois, c'est-à-dire le fondement même de vos missions porte sur des questions de mobilité. Vous avez parlé tout à l'heure des 170 instituts Goethe dans le monde, on pourrait parler de l'Institut français également. Et quand on remplit des dossiers pour Europe créative, on voit l'importance du poste, je dirais, de mobilité, puisqu'il s'agit en général de projets qui tendent à rassembler les gens à divers endroits d'Europe. Donc, on sait que ce poste-là, il est difficilement compressible, mais je pensais surtout, je me demandais comment, Eva et Manfred particulièrement, vous pouvez faire dévier plus ou moins vos missions qui, à l'origine, sont vraiment des missions de rapprochement, la question de la langue, de comment il faut bien se déplacer, la question peut-être qui est un peu colonialiste, d'aller quand même porter une langue et une culture dans différents endroits et différents pays du monde. Je me demandais comment ça pouvait être compatible avec une vraie évolution écologique, et vous avez en partie répondu là-dessus parce que vous posez évidemment de bonnes questions, mais je me souviens du temps où on appelait l'Institut français l'AFA et on disait que c'était quand même l'agence de voyage des artistes et des créateurs dans le monde. Donc, on savait bien que c'était la condition même de la mobilité des artistes français, voire allemands pour ce qui concerne le Goethe. Je me demande comment vous arriverez dans l'avenir, puisque là, ce sont des questions vraiment philosophiques, comment vous arriverez à faire, à rendre une adéquation entre cette volonté justement de rationaliser, j'utilise un mot un peu barbare, mais des nouvelles mesures qui tendent à réduire les effets carbone, etc., alors que votre mission première, la philosophie première, elle est justement d'aller vers les autres, et elle suppose quand même du déplacement, de la mobilité qui coûte ce qu'on sait. Je vous remercie. So, wer möchte als Erste die unlösbare Frage beantworten? Ich wollte sowieso, kann ich ganz kurz dazwischen kommen, weil das war Qui souhaite répondre à cette question à laquelle on ne peut pas vraiment répondre. Si je peux, je voudrais répondre tout de suite. Ah, je ne t'entends pas, Barbara. Si, nous l'entendons. Ah, pardon. Donc, je veux juste prendre la parole très rapidement parce que c'est exactement aussi la question que je voulais poser. C'est aussi ce dont je voulais parler. Je comptais dire à ce moment-là parce que justement, pour nous, à l'échelle européenne et notamment à l'Union européenne, c'est notre ADN en fait. La mobilité, traverser les frontières, s'échanger entre Européens. Et c'est la valeur ajoutée pour laquelle nous existons et pour laquelle, en fait, aussi tout le programme Europe Créative existe. Donc, et pas uniquement nous, aussi notre grande sœur, notre grande belle-sœur qui est le programme Erasmus, elle s'est posé exactement les mêmes questions, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait
avec ces programmes qui ont beaucoup de succès et dont on n'arrête pas de dire à juste titre qu'ils sont très, très nécessaires pour pouvoir créer un espace européen, des identités européennes communes, etc., autour de nos valeurs. La mobilité reste quelque chose de très important pour nous et on s'est d'autant plus posé la question au début de la crise du Covid, quand tout d'un coup, tout ça n'était plus possible. Donc, est-ce qu'on pouvait facilement remplacer une mobilité présentielle par une mobilité digitale? Et on va essayer je ne sais pas exactement comment dire, mais de marier les deux là où ça fait du sens. Par exemple, on a vu des projets où les gens se sont rencontrés au début via comme nous, via Zoom, via les réseaux sociaux, par exemple, pour après s'être connus déjà un tout petit peu pour se rencontrer après. Donc, chaque voyage ne doit peut-être pas se faire, qu'on peut se voir en début d'un partenariat, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Vous êtes allé voir Johannes et les autres pour la première fois. Après, on ne doit pas nécessairement voyager pour une demi-heure d'intervention, mais rien ne remplacera jamais les rencontres physiques. Ça, j'en suis aussi persuadée. Mais je peux vous dire aussi pour notre institution, pour la Commission européenne, on a drastiquement coupé les missions. Ça arrange beaucoup de gens, évidemment, parce qu'on a aussi réduit le budget pour les missions. Mais je vois qu'en même temps, il est quand même nécessaire aussi pour nous, par exemple, de nous rendre sur le terrain et de voir aussi les projets que nous finançons. Parce que sinon, on restera un peu dans la bulle bruxelloise et ce n'est pas ça qui est vraiment utile. Et il faudrait quand même aussi, à ce moment-là, peut-être nommer notre projet commun avec l'Institut Goethe et avec l'Institut français, qui est le projet Opportunus, qui porte sur la mobilité des individus, des artistes et des gens du secteur créatif que nous avons monté et que nous allons notamment lancer là bientôt à très, très grande échelle. C'est-à-dire pour nous, la mobilité reste quelque chose de très important qui définit l'Europe, aussi bien dans la nouvelle base légale, même plus qu'avant. Mais réfléchir comment la faire de manière la moins nuisante, disons, et la manière la plus utile pour tout le monde. Excusez-moi, est-ce que juste pour préciser la question, parce qu'il me semble que la question n'est pas tant d'opposer le fait de voyager ou de ne pas voyager. La question est probablement aussi de savoir si on peut mieux voyager. C'est-à-dire que quand on regarde l'impact de l'avion, il est de 10 à 50 fois supérieur à celui du train. C'est-à-dire qu'il doit être possible d'atteindre les objectifs de décarbonation en remplaçant certaines modalités de mobilité par d'autres. Et quand on parle de l'Europe, c'est-à-dire un continent où il est possible d'aller partout en train, toujours est-il que à peu près partout en Europe continentale, en tenant compte du temps du voyage, c'est-à-dire qu'effectivement, ça suppose de prendre en compte ce temps de voyage. Enfin, juste, est-ce qu'on peut, dans cette réflexion, mais du coup, je redonne la parole à Manfred et à Eva Nguyenbin, peut-être se poser la question de ces modalités de transport. Oui, c'est ça. Je vais saisir l'opportunité parce que la question, c'était pour moi aussi, hein, c'est ça. Mais là, je vais switchen en allemand. Ja, natürlich, zum Beispiel, was gesagt wurde, zukünftig, wir müssen nicht mehr jemanden für eine halbe Stunde Diskurs um die halbe Welt. Bien sûr que c'est possible. Effectivement, pour juste une rencontre d'une demi-heure, on n'a plus besoin de faire le tour du monde. Ça sera en Asie juste pour 3 jours. Il faut peut-être avoir des équipes qui restent plus longtemps sur place. En leur disant, bon, par exemple, vous allez aller en Asie et concevoir tout un projet, toute une création. Et pas seulement y rester pour quelques jours pour présenter votre création. Mais nous devons aussi nous mettre peut-être moins de pression
Nous ne devons pas produire autant, les artistes n'ont pas besoin de produire autant, leur dire qu'ils ont plus de temps et afin qu'ils puissent vivre plus longtemps d'un même projet, tout simplement. Nous, en tant qu'institut financier, nous voulons toujours, et de soutien, nous voulons toujours qu'il y ait des nouveaux projets, quelque chose de nouveau tous les jours, mais ce n'est pas toujours possible. On a besoin d'aller à Toulouse, à Nancy, à Lille. On ne peut pas faire le tour de la France et on ne peut pas être à la première présent partout. Tout le monde doit travailler ensemble et se mettre d'accord aussi pour que des projets restent plus longtemps au même endroit. Il faut aussi que les personnes qui organisent, qui gèrent les salles de concert ou de théâtre soient aussi plus flexibles. Que ça ne soit pas toujours une question d'être le premier qui peut présenter un projet. Merci beaucoup. Eva, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais abonder dans le sens de mes collègues. D'abord, je pense qu'il nous faut avoir un réflexe climat. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on se pose la question de est-ce qu'on pourrait faire autrement? Personnellement, c'est la réflexion à laquelle je suis arrivée pour moi-même. Je ne suis pas arrivée du tout au bout de la réflexion, mais c'est ce que j'essaie de m'imposer. Du coup, nous, on se dit aussi, par exemple, pour les déplacements des agents de l'IF, des gens de l'IF, est-ce qu'on peut prendre le train ou pas? Est-ce qu'on doit y aller avec autant de monde ou pas? Est-ce qu'on doit y aller pour une si petite durée? Moi, c'est la question que je me pose, parce que quand j'ai pris mes fonctions, j'étais déjà dans l'avion en permanence et honnêtement, aujourd'hui, ça devient compliqué de l'accepter même à titre personnel. Est-ce qu'on peut rallonger les missions? En effet, pour se dire, moi, je rallonge la mission parce que comme ça, je prends tous les contacts. Voilà, j'ai établi le contact une fois. Je n'aurai pas à y retourner avant un laps de temps de une fois, deux fois. Et puis, je pense que c'est important aussi de se dire, mais d'où est-ce qu'on part pour pouvoir mesurer le progrès accompli? Et ça, je pense qu'il y a une vraie question sur les outils aussi. Les outils qui soient simples, on parle beaucoup de calculateurs. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'au bout du bout, ce qui est quand même motivant, c'est de voir, d'essayer de quantifier, on va pouvoir qualifier, mais c'est intéressant de pouvoir quantifier l'impact qu'on peut avoir. Nous, à l'Institut français, on a pris la décision de ne plus soutenir des tournées ou des artistes qui ne feraient qu'une date. On va privilégier en fait les projets qui peuvent être plusieurs dates dans un même pays ou alors des tournées régionales. En privilégiant aussi des projets à côté du spectacle. On parle beaucoup de co-construction. Eh bien, comment est-ce qu'avec ces projets, on va construire avec les partenaires locaux autre chose? Je pense aussi qu'il est intéressant d'avoir une réflexion sur le bon moment pour l'internationalisation des artistes et des troupes, parce qu'il y a certains artistes qui ont besoin de cette visibilité internationale, peut-être parce qu'ils en sont au début de leur carrière internationale. Peut-être pas au début de leur carrière d'ailleurs, mais au début de leur carrière internationale. Il y a peut-être des moments clés aussi dans le parcours d'une structure culturelle, dans le parcours d'un artiste individuel, qui font que c'est à ce moment clé-là qu'on va devoir penser à soutenir à l'international. Et peut-être les autres, on va leur dire, écoutez, on va travailler autrement avec vous. En tout cas, pour moi, il me semble que la question du réflexe climatique, elle doit être là, mais elle doit ouvrir à la discussion. Je pense que, en tout cas, nous, c'est sûr, dans l'année, on va bouger sur des critères qui vont être vraiment très, très incitatifs, cette année ou l'année prochaine, le temps qu'on construise notre stratégie, j'espère cette année, mais j'aimerais mieux être dans l'incitation, d'être dans le dialogue, encore une fois, plutôt que dans imposer des critères qui, encore une fois, doivent être respectés par nous en premier, par nous-mêmes. Donc, ça nous incite aussi à être quand même très réalistes. Juste rapidement une question là-dessus. Je trouve ça très intéressant, mais juste, par exemple, si on dit on va plus soutenir des artistes qui ont juste une seule date, si on parle de la participation possible de tous les artistes, de tout le monde, qu'est-ce qu'on va faire avec la relève? Par exemple, les jeunes artistes, souvent, ils ne sont pas très connus. Donc, pour eux, il va être très difficile d'avoir trois dates, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec la relève pour inclure encore ces artistes aussi dans notre
Nous, c'est ce qu'on fait déjà. En fait, c'est vraiment toute une discussion. Alors, ils sont, en effet, c'est peut-être plus facile pour des jeunes, Manfred, pas très connus, enfin des jeunes, pardon, des gens moins visibles, on va dire comme ça, des gens moins visibles à l'international. C'est peut-être plus facile d'avoir pour eux une date dans un pays plutôt que 3, 4, 5 dates. Ça, c'est normal. En revanche, ils peuvent avoir une date dans un pays et puis une date dans le pays d'à côté. Donc, il y a une mobilité, mais elle est quand même beaucoup moindre que s'il y a une date dans un pays. On rentre en France, on repart dans l'autre pays, on repart dans l'autre sens. Donc, nous, on essaye vraiment de construire des parcours régionaux ou sous-régionaux, avec en plus une localisation sur place pour des projets avec des partenaires locaux. Ça, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaye de développer. Ce n'est pas facile, Et c'est d'autant moins facile que ça nécessite quand même de rester sur place un certain temps. Encore une fois, là, je fais le lien avec Barbara, mais encore une fois, pour ceux qui ont charge de famille ou pour qui, comment on fait pour faire en sorte que ça ne discrimine pas certains. C'est pour ça que moi, je réfléchis beaucoup sur cette notion de bonus-malus. C'est comme l'assurance, on peut avoir des malus, mais moi, j'aimerais bien qu'on ait des bonus, en fait, que ce soit très incitatif et que ça entraîne les gens dans une réflexion qui soit positive et motivante. Ouais. Mais ce n'est pas une question facile, Manfred, mais là, on en vient à la conclusion qui est aussi notre discours de départ, c'est que là-dedans, rien n'est facile. Rien n'est facile. Mais enfin, quand même, on est tous d'accord sur un constat que, 1, il y a urgence à bouger, et 2, comme rien n'est facile, autant commencer quelque part. Also ein wunderbares fast Schlusswort von Eva. Es ist alles schwierig, aber weil alles schwierig ist, können wir auch überall anfangen. Effectivement, c'est vraiment une belle conclusion. Puisque tout est difficile, eh bien, nous pouvons commencer là où nous voulons et commencer ici. Nous voulons ici être honnêtes les uns avec les autres et poser les questions et se rapprocher des vrais problèmes. Et effectivement, la mobilité est un défi. C'était très important aussi pour moi d'entendre de votre part à tous que ce n'est pas une question de moins de culture, mais bien d'une autre culture, de trouver d'autres formes. Et pour cela, nous devons être honnêtes. Et c'est un super signal que l'Institut français, le Goethe Institute et Creative Europe nous donnent aujourd'hui tous ensemble. Ce n'est pas facile, mais nous allons le faire tous ensemble, nous allons y arriver tous ensemble. Nous allons donc continuer dans ce processus et je voudrais essayer de faire une dernière, poser une dernière question ou bien vous laisser prendre la parole une dernière fois et je vous pose une dernière question. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'on va réussir? Et qui commence? Est-ce qu'on a on n'a pas le choix? Oui. Pardon, la question c'est plutôt est-ce que vraiment on ne va pas réussir? Moi, je sais pas si on va pas, je sais pas si on va réussir parce que je veux être, enfin voilà, humble. En revanche, je ne veux pas avoir à me dire que je n'ai pas réussi parce que je n'ai pas essayé. Donc voilà, on est là, on est ensemble et on avance. Et en plus, dans le secteur de la culture, personne ne dit que c'est la culture qui pollue le plus, honnêtement. Mais c'est là où il y a un tel brassage d'idées, c'est là où il y a une invention de nos imaginaires de demain. Donc, c'est nous qui pouvons être, enfin, pas nous, mais pas moi, mais les artistes et les créatifs, quoi. C'est vraiment grâce à eux et à elles qu'on va pouvoir, je pense, infuser dans la société. Donc, nous, on a vraiment une obligation de moyens et je pense que c'est vraiment intéressant qu'on dégage des propositions très concrètes qu'on va pouvoir porter auprès de nos autorités. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, bah oui, mais alors pour faire ça, pour faire telle mesure, pour s'adapter à la lutte contre le changement climatique, il nous faut plus d'argent. Il nous faut plus de budget. Et au bout du bout, est-ce que le sujet, c'est le budget? C'est la vraie question parce que c'est souvent ce qu'on dit, il nous faut plus de budget parce que tel équipement, ça coûte plus cher, etc. C'est sans doute vrai sur certains plans, mais ce n'est peut-être pas vrai sur tout.
Et peut-être qu'il y a des économies qui peuvent être faites ailleurs. Si on bouge moins en avion, peut-être que ça fait quelques économies, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il faut vraiment identifier des points sur lesquels on va pouvoir plaider auprès des autorités politiques, parce qu'on voit bien que quand il y a des législations et des réglementations, c'est extrêmement fort. Ça nous engage tous. Quand il y a une réglementation, au plus haut niveau des gouvernements, eh bien, c'est ça qui met tous les secteurs de façon alignée. Donc, il faut être très créatif pour se dire aussi, finalement, il faut peut-être plus de budget, mais plus de budget d'investissement, peut-être pas de fonctionnement. Déjà, si on présente les choses en investissement et pas en coût fixe ou autre chose, c'est peut-être ce genre de choses aussi qu'il faut regarder pour qu'on puisse convaincre. Voilà. Wir hören dich nicht, Manfred. Ich könnte es unterschreiben, aber ich denke, was wir auch noch brauchen, ist ein Haltungswandel. Also einmal bei uns selber, bei den Kulturschaffenden, dass wir vielleicht auch sagen, wir... Je suis absolument d'accord, nous devons changer la façon dont nous considérons les choses. Peut-être renoncer à certains privilèges, arrêter de faire certaines choses, même si bien sûr ça nous fait du mal en quelque sorte. Nous devons peut-être, nous n'avons plus besoin d'aller très vite, de faire beaucoup. Nous devons peut-être, au lieu de faire 10 projets qui sont moyens, en faire seulement 3 qui sont super. Barbara, est-ce que tu veux finir ce dialogue? Alors, je ne pense pas que ça puisse être une conclusion, mais je suis d'accord avec Manfred, je suis d'accord avec Eva. Nous n'avons pas le choix, je suis d'accord avec eux. Vu la situation aujourd'hui, nous n'avons pas le choix, nous devons agir. Moi, je ne suis qu'une petite partie d'une énorme institution et je ne peux parler que de moi, bien sûr. Mais donc, oui, ma réponse, c'est que nous n'avons pas le choix. Nous devons réussir. Et je vois bien combien de personnes sont présentes aujourd'hui, combien de personnes sont intéressées par cette question quand je vois toutes ces conversations qu'il y a et toutes ces idées qu'il peut y avoir. Je pense vraiment que si chacun d'entre nous, ou plutôt chacun d'entre vous, les créatifs, les artistes, vous êtes tous citoyens. Et donc, vous aussi, en tant qu'individu, vous posez ces questions qu'on se pose, nous, à un niveau institutionnel. Je pense que chacun d'entre nous peut faire quelque chose et que si nous faisons chacun peut-être un petit pas, nous pourrons avancer. Je pense que le monde de la politique n'aura plus le choix non plus d'agir et de prendre des décisions. Hélas aussi pour des raisons qui sont tragiques parce que nous n'avons pas le choix, nous devons prendre certaines décisions. Mais je pense que les citoyens, la politique et tous les secteurs vont agir et nous allons réussir. Merci beaucoup. Pour moi, c'est un appel à l'action, à la réaction. Et j'ai cependant aussi entendu des choses optimistes. Il y a des possibilités, nous pouvons nous améliorer, nous pouvons non seulement nous retrouver dans une situation moins pire, mais aussi dans une meilleure situation. Faire de cette théorie du slaughtering peut-être une vraie possibilité. Donc je voudrais vous remercier, Manfred, Eva, Barbara, merci beaucoup. Nous avons maintenant une petite pause. Herman, tu voulais dire quelque chose? Il y a une question, Maxime Guedet de Arviva qui voudrait intervenir. Je propose qu'on reste sur le timing pour faire la pause maintenant. Maxime, vous pouvez garder votre question et on vous prendra au moment de la discussion en fin de journée. Enfin, après le deuxième panel, il y aura 3 quarts d'heure qui sont dédiés à de l'échange et de la discussion. Je donne juste une question dans le chat, dans la question-réponse qui est pour l'Institut français. Je pense que c'est une question à ce stade à laquelle on ne peut pas répondre, mais où peut-être, Madame la Présidente, vous souhaitez y répondre. La question est, est-ce que l'Institut français va accompagner les structures dans la recherche de partenaires régionaux, j'imagine dans l'optique de tournées régionales plus cohérentes? Oui, Herman, en effet, j'étais en train de réagir à la question. Je ne sais pas quel type de partenaires régionaux. Est-ce que c'est pour le changement climatique? Est-ce que c'est pour des tournées régionales cohérentes? Mais en effet, nous le faisons. Oui, oui.
En effet, Voilà. justement parce que nous aidons ceux qui s'adressent à nous et qu'on retient dans le cadre de nos programmes. Hein. On ne retient pas toutes les demandes, mais quand elles sont retenues, on essaye en effet de trouver des partenaires, de trouver une façon de construire un projet beaucoup plus global qu'une date dans une ville. Voilà, merci. Jakob, la parole est à toi si tu veux nous inviter à la pause. Vielen Dank. Dann würde ich mich jetzt bedanken bei Eva, Merci bei beaucoup. Barbara, bei Manfred. Merci Eva, merci Manfred, merci Barbara. Merci aux participants aussi. Nous avons maintenant une pause. Donc je vous propose qu'on se retrouve à -10. Donc nous avons 10 minutes de pause. J'espère que ça sera suffisant. Merci à tous. Et c'était vraiment super, je trouve ça génial qu'on puisse faire cette coopération avec le Goethe Institut et l'Institut français. Et je pense que nous allons emmener encore plein de monde avec nous pour que cette initiative soit vraiment européenne. Merci Barbara Gassler pour ton travail aussi au sein de la commission. À bientôt. Dans 10 minutes. À bientôt. C'est 1 minute.